l'extrémité ouest du Canada, la ville de Vancouver est la porte d'entrée de la Colombie-Britannique, un État gigantesque qui s'étend au travers de majestueux paysages. À 400 km de la côte Pacifique, derrière les pics enneigés et les profondes gorges volcaniques, se cache la vallée de l'Okanagan, un écosystème viticole remarquable pour la culture des meilleurs cépages. Cette terre, porteuse de contrastes et de richesses, se déploie sur les rives fertiles d'un chapelet de lacs dont le plus important s'étire sur plus de 300 km. Malgré sa genèse dans l'histoire viticole, les vignerons ont rapidement tiré profit de toute la magie de ce bout du monde, de cette oasis unique en Amérique du Nord. Au sud de la vallée, à l'endroit le plus aride du Canada, la ferme Covert se déploie sur un domaine de 260 hectares. Le propriétaire, Gene Covert, s'inscrit depuis 4 générations dans l'héritage des pionniers de l'Okanagan. Chaque matin, il décide de l'organisation de la journée avec son viticulteur en chef, Kearns Campbell. Je réfléchissais au programme de la journée. On est en train de faire des essais de plantation pour la protection du vignoble. Il faudrait qu'on y jette un œil. On a planté des vesses et des lentilles. On en a mis à différents endroits et j'aimerais voir comment ça évolue. Je suppose qu'il va falloir qu'on désherbe. On va aussi voir la luzerne, donc apporte une pelle. Gene entretient son terroir dans le respect d'une agriculture durable et utilise des plantes sauvages pour enrichir le sol. Une méthode naturelle qui favorise le développement de la vigne. Viens par ici. Cette lentille ne tiendra pas l'hiver. Pourtant, les racines sont souvent très profondes. Tu vois, il y a des nodosités ici. C'est ça la colonie de bactéries qui fixe l'azote de l'atmosphère. Donc ça, c'est la lentille. Oui, ça c'est la lentille. Les plus petites racines avec les plus petites feuilles. Ces lentilles sont très résistantes. Elles peuvent supporter une température de moins 25 degrés. J'imagine qu'on n'atteindra pas une température aussi basse cet hiver. J'espère que non. On va avoir des soucis s'il fait si froid. En tout cas, si elle passe l'hiver, on aura un humus bien vert pour nourrir nos plants de vigne. La vigne fournit donc des glucides et de la nourriture pour la bactérie qui est sur la lentille et rend la vigne plus résistante. C'est un circuit en boucle. Elles ont l'air d'être en bonne santé. J'ai du mal à croire qu'elles n'ont que 4 semaines, surtout vu l'époque. Elles poussent vraiment bien. Je suis né et j'ai grandi dans l'Okanagan. On est tous attachés à notre région natale. Mais ce que j'apprécie dans l'Okanagan, c'est sa diversité et sa complexité. Il y a des lacs, des montagnes, il y a beaucoup d'animaux sauvages ici. En tant que viticulteur, on se doit d'être en accord avec cette diversité et de l'intégrer dans notre activité. Si on fait du bon travail et qu'on nourrit intelligemment la terre, alors les raisins seront en bonne santé, productifs et pleins de saveurs. Considérée comme une terre sacrée par les premiers habitants de la vallée,
La fertilité des sols s'explique par la présence de limons autour des nombreux lacs. La viticulture s'est implantée naturellement le long des rives. Robert Hanfield est géologue, membre du South Okanagan Naturalist Club. Il parcourt souvent les sentiers qui surplombent la vallée. À l'aide d'une carte, il répertorie la constitution du sol aux abords des lacs. Ces données permettent de mieux comprendre l'histoire et la formation géologique. La vallée de l'Okanagan est le résultat de deux phénomènes géologiques qui peuvent se résumer en deux mots: le feu et la glace. Le feu représente les roches volcaniques et la glace, les glaciers. Ce sont les glaciers qui ont créé les reliefs que nous pouvons voir autour de nous aujourd'hui. Quand les glaciers ont fondu, il y a 10 000 ans, ils ont libéré la roche. D'ailleurs, nous pouvons toujours voir cette roche et les striations qui montrent les effets de la glace. Cette glace a rendu la roche très fine et a créé ce que certains appellent fleurs de pierre ou limon. Ce limon, très nutritif pour la vigne, s'est accumulé le long des glaciers et de la vallée et a créé ces falaises qui, grâce au gravier qui les recouvre, sont devenues des sols très fertiles. On peut dire que grâce aux glaciers, les raisins poussent aujourd'hui très facilement sur les sols de l'Okanagan. La viticulture débute dans la vallée en 1859, lorsque Charles Pandosy, un missionnaire français, plante les premières vignes près de Kelowna pour le vin de messe de la mission catholique qu'il dirige. Luke Whitehall, spécialisé dans l'histoire vinicole de la Colombie-Britannique, localise les premières vignes dans l'Okanagan, près de la ville d'Osoyos, porte d'entrée des colons européens, pour la plupart d'origine française et irlandaise. Ses recherches le mènent sur les traces de ses premiers pionniers. Donc ici, c'est la vallée de l'Okanagan, le sud de la vallée de l'Okanagan. C'est un endroit très intéressant en termes de culture. Les premiers Européens qui sont venus à Okanagan sont arrivés par la localité d'Osoyos. Le père Pandosy, qui a implanté la vigne, est le premier à être arrivé à Osoyos avant de s'installer à Kelowna. Les tout premiers Européens sont arrivés en 1811. C'étaient des marchands de fourrure. Ils empruntaient une voie de transport depuis la rivière Columbia. Après ça, l'or a été découvert. Et en 1849-1850, les mineurs sont arrivés en masse des États-Unis. Et pendant quelque temps, ils ont utilisé la même route pour se rendre jusqu'à l'intérieur des terres. À cette époque, il fallait des éleveurs pour nourrir tous ces mineurs. Il y avait donc de grands élevages bovins. Une grande partie des terres était consacrée à l'élevage et non à la viticulture. Attachés à leur histoire, les habitants de la vallée ont préservé des vestiges du passé, un témoignage de la présence des premiers colons. Nous voici devant le ranch Haines. C'est le plus vieux bâtiment de la vallée de l'Okanagan. On peut voir qu'il est entouré d'une étendue sauvage. Il est vraiment représentatif du passé de l'Okanagan, quand il n'y avait pas de vignobles. Maintenant, on a des vignobles de ce côté, il y a des exploitations au milieu,
Avant, il n'y avait que des plantations agricoles. « 150 ans après les premières plantations, la vigne prend une place majeure dans la vallée et occupe 40% des sols. Le partage de l'eau destinée à l'agriculture devient essentiel. Et c'est dans le cadre d'un programme de sensibilisation que Kelly Garcia, membre d'Okanagan Water Board, vient observer les derniers équipements du domaine de Jean. Quelles sont vos techniques d'irrigation? Je programme l'irrigation moi-même, en fonction des besoins de la vigne. Nous essayons de les laisser stresser un peu, et puis nous faisons en sorte que les racines poussent davantage en profondeur, pour que nos plantes demandent de moins en moins d'eau. Très intéressant. Cette irrigation est très avantageuse. Ça permet de faire face à des étés longs et secs, aux changements climatiques ou à limiter la surexploitation de l'eau dans la vallée. Oui. D'un point de vue biologique et biodynamique, mon objectif est de faire en sorte que les vignes deviennent autosuffisantes. Nous les forçons à agir de façon autonome. La vallée de l'Okanagan est la plus chaude du Canada. La plupart des exploitants s'adaptent en forant des puits qui s'alimentent sur la nappe phréatique. La famille Covert n'échappe pas à cette pratique et irrigue 180 hectares à l'aide de ce système. Aujourd'hui, vous utilisez surtout l'eau de la nappe phréatique. Avez-vous déjà utilisé l'eau de l'Okanagan? Oui, mais plus maintenant. Plus jeune, nous avions un système de secours qui provenait de la rivière. J'aimerais beaucoup voir le système d'irrigation que vous utilisiez pour puiser l'eau de la rivière. Oui, bien sûr. Nous pouvons aller voir ça. Dans les années 20, les pionniers de la vallée puisent sans réserve l'eau des lacs et des rivières, s'engageant quelquefois sur des projets titanesques pour irriguer les 9000 hectares de culture. En 1953, le père de Jean puise à son tour l'eau de l'Okanagan River. Mais en 1995, le gouvernement impose de limiter le pompage afin de préserver l'écosystème de la région. Je vois que votre ancienne station de pompage se trouve sur la rive de l'Okanagan? Oui, c'est exact. Maintenant, nos puits sont à 500 mètres d'ici, de l'autre côté, juste derrière la colline. Voici notre ancien puits. C'est ici que mon père puisait l'eau directement de la rivière. Maintenant, c'est habité par les guêpes et peut-être un castor. Cette citerne était reliée à la rivière, sous le sol. C'est vrai que l'agriculture nécessite beaucoup d'eau, mais tout le monde a son rôle à jouer. On a tous besoin d'eau, c'est une ressource très précieuse. C'est super de voir les efforts que vous faites à ne pas utiliser l'eau de la rivière sur votre exploitation. Oui, il ne faut surtout pas prendre l'eau pour acquise. Exactement, vous avez raison. La réussite des cultures dépend de la mise en œuvre d'un plan d'irrigation précis, mais aussi de la bienveillance du climat. Au sud de l'Okanagan, les températures peuvent atteindre 45 degrés. C'est ici, sur les terres sacrées du peuple indien Osoyos, que les natifs ont relevé le défi de faire pousser de la vigne sur un territoire désertique semi-aride qui s'étend sur 400 hectares.
Justin Hall est la fierté de sa communauté. Il est le premier œnologue d'un domaine viticole autochtone d'Amérique du Nord, le Nk'Amip. C'est aujourd'hui la seule propriété en Amérique du Nord à être totalement autogérée par une communauté amérindienne. La richesse et la proximité avec le lac Osoyoos leur ont permis d'engager de nombreux projets tout en préservant leurs terres sacrées. Clarence Louis, chef de la communauté, est un fervent défenseur de l'économie de la réserve. Comme à son habitude, il vient s'informer du déroulement des vendanges. Parle-moi un peu des vendanges. Elles ont commencé tôt. Donc, dès le début du mois de septembre, on a dû se mettre au travail. Puis ça s'est un peu calmé. Le Sauvignon blanc, le Pinot noir et le Chardonnay sont arrivés très tôt. Après, on a pu se détendre un peu. Ça nous a fait une pause. On a pu s'occuper des premières récoltes. Et la qualité du raisin? Elle est excellente. Je pense que c'est l'un de nos meilleurs millésimes. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais l'année a été bonne pour nous. Vraiment excellente. Le sud de Okanagan est très diversifié. Avant, tout n'était que glacier. Donc c'est très important de faire pousser nos rouges dans les régions du sud qui sont les plus chaudes. Il faut cultiver le raisin en direction du soleil. Si le versant est en direction du soleil, on obtient plus de chaleur. De cette manière, le Cabernet Sauvignon, le Syrah, certains Cabernets Francs et le Merlot peuvent mûrir facilement. L'été, il fait 45 degrés ici. Les vins blancs ne peuvent pas supporter ce genre de température. Rappelle-moi combien nous avons d'hectares sur cette zone? Sur cette parcelle, il y a un peu plus d'1 hectare. Et c'est un gros défi de faire pousser du raisin dans cette partie du désert de Okanagan. Nous sommes à la pointe du West Pocket Desert. Oui, il s'étend sur toute cette partie. Il s'étend sur 400 hectares en direction du nord. Les terres que vous voyez derrière nous, et toute la réserve Osoyoos, sont des terres sacrées et très importantes pour nous. Si ces terres n'appartenaient pas à des natifs, elles seraient urbanisées. Nous avons décidé de conserver toutes nos ressources dans leur état d'origine. Nous sommes des Premières Nations. Dans le futur, nous n'avons pas envie d'exploiter toutes nos terres. Seulement une partie nous suffit, car nous aimons les voir dans leur état naturel. And we love seeing land left in its natural state. Les Canadiens entretiennent un rapport fusionnel avec leur environnement qui enregistre d'incroyables variations climatiques allant de moins 35 degrés l'hiver à 45 degrés l'été. À 350 km plus au nord, le climat change radicalement. On y produit des variétés de cépages résistantes au froid, telles que le Pinot noir et le Chardonnay. Un vin a trouvé sa terre de prédilection dans cette région. Le vin de glace. Découvert accidentellement à la fin du XVIIIe siècle par des vignerons allemands et autrichiens qui pressèrent des raisins glacés. Eric von Krosigk cultive avec passion ce vin très recherché. Beaucoup de gens nous demandent ce qui fait que notre vin de glace est si spécial, si différent et si cher. La différence principale, c'est que nous laissons le raisin geler de manière naturelle sur la vigne, moins 8, moins 9 ou moins 15 degrés. Et je voulais vous en montrer, donc on a gelé quelques grappes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Cathy, est-ce que tu peux m'apporter le sachet de raisin, celui qu'on a gelé? On ne sait jamais quand les gelées vont arriver, et les animaux représentent des risques de détérioration. Il y a des chevreuils. Ah, merci. Ceux-ci sont des raisins blancs, c'est ce que je voulais vous montrer. Les raisins blancs virent au marron,
et ils sont fermes. Vous voyez, on ne peut pas le presser facilement. Et si on l'ouvre, on voit bien qu'il n'y a que des cristaux de glace à l'intérieur. Étant donné qu'ils deviennent aussi fermes que des billes. Ceux-ci sont très bien. Et ils ont très bon goût aussi, même congelés. C'est un défi de taille, car plus ils sont froids, plus il est difficile de les presser. Parfois, il est nécessaire de les presser pendant 24 heures, parfois 48 heures pour extraire le sucre. L'eau gelée contenue dans le fruit est retenue au pressage, réalisé à moins 15 degrés. Le jus qui s'écoule alors est un véritable concentré de sucre et d'arômes. Ce qu'il y a de merveilleux avec les vins de glace, c'est qu'ils sont si concentrés qu'ils se conservent pendant plusieurs décennies. Il faut changer les bouchons car ils ne durent que 20 à 25 ans, mais le vin se conserve pendant très longtemps. Et ce sont vraiment des vins incroyables. C'est dans son chai en forme de pyramide qu'Eric von Krosigk entrepose son vin à l'abri des regards. Je vous ai fait préparer le Zweigelt, donc on peut déguster. Très bien. Il est magnifique. J'en remets un tout petit peu plus pour moi. Tu es chanceux. Il est fabuleux. Regarde cette couleur. Et ce bouquet. S'il est possible de produire du vin de glace, c'est en grande partie grâce à la présence du lac Okanagan. Son impact sur la vinification est une bénédiction pour les viticulteurs. Le lac Okanagan a un impact considérable sur toute la vallée, en fonction de là où sont plantées vos vignes. Ici, nous sommes dans le nord, dans la partie très reculée du nord. Donc, ce lac permet de modérer le climat. Il y a plein de vallées par ici, mais seule celle-ci possède le grand lac. Et c'est pour cela que la plupart des vignes, et des fruits en général, comme les pêches, poussent ici. Si vous allez dans les vallées voisines, vous aurez des températures allant jusqu'à moins 35 degrés, tandis que nous stagnons à moins 15, moins 16 degrés. C'est froid, bien entendu, mais ça ne tue pas les vignes, alors que les mêmes variétés européennes seraient mortes dans les vallées voisines. Donc nous avons beaucoup de chance d'avoir le lac. Mais ce que tous les vignerons ont en commun, c'est qu'ils pensent tous cultiver le meilleur sol, la meilleure terre du monde. La vallée demeure un concentré d'histoire et de trésors naturels qui s'égrènent autour de l'immense lac Okanagan. La vigne a trouvé un terroir d'élection dans l'un des lieux les plus protégés du Canada. En respectant ses terres et ses bienfaits naturels, Gene, comme tous les viticulteurs de l'Okanagan, perpétue la tradition des premiers peuples et des aventuriers de la vallée. Il nourrit l'espoir de voir ses enfants reprendre le vignoble familial en protégeant ce petit bout de paradis viticole. Big smile and good food every day. Down to the depanneur. Well, welcome everybody. Bienvenue à tous. Levons nos verres à cette fructueuse saison. Santé et bonheur à tous. Cheers. Cheers.